Manon Brunel d'Illusion Emploi. Est-ce que tu peux me parler un peu de la situation des travailleuses domestiques au Québec, de la situation en général? Qu'est-ce que tu entends par travailleuse domestique? Donc, tourner autour de ça un peu aujourd'hui là, pour nous expliquer qu'est-ce qu'une travailleuse domestique. Bien, premièrement, les travailleuses domestiques dont on parle aujourd'hui, ça existe depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu ce métier-là. En fait, ça a plutôt commencé sous la forme de l'esclavagisme, hein. Les femmes étaient des esclaves, des femmes et des hommes étaient des gens capturés et vendus à des maîtres. On a connu ça, les fameux négriers. Il y a eu aussi des femmes qui ont été des monnaies d'échange, soit entre des tribus ou des familles. Puis il y a eu aussi des trophées de guerre. Souvent, quand quelqu'un avait gagné une guerre, ben, il pouvait prendre la femme, en faire son esclave. Fait que ça a été vraiment les premières femmes qui travaillaient pour un maître, on va dire. Après ça, il y a eu l'abolition de l'esclavagisme. C'est sûr que à partir du moment où les esclaves n'étaient plus permis, ça ne veut pas dire que le métier n'a pas continué, il a juste changé de nom. On était maintenant rémunéré, très maigre salaire, et on était maintenant une domestique. C'était souvent des jeunes filles, parfois des veuves ou des célibataires âgés qui allaient travailler dans des familles riches, pour la plupart. Ces filles-là, ben, ils étaient pauvres. Il y avait souvent peu ou pas de scolarité. Puis ils venaient souvent de la campagne aussi. Ça faisait donc des femmes en situation de grande vulnérabilité puis de dépendance envers ces employeurs-là. Quand il y a eu les deux guerres, les femmes ont commencé à investir le marché du travail parce qu'ils ont remplacé les hommes. Fait qu'ils ont commencé à occuper des emplois plus différents de ce qui était habitué. On avait vu les femmes dans la sphère de la domesticité ou maîtresse d'école. Là, on a commencé à voir des femmes conduire des camions, des ambulances, à être infirmières, des choses comme ça. Donc, les femmes ont commencé à envahir le marché du travail, à faire autre chose. Ce qui fait que le métier de domestique comme tel, il a commencé à perdre ses lettres de noblesse et les femmes ont voulu commencer à faire d'autres postes. Ce qui est arrivé vers les fins des années 60, c'est que les domestiques, comme on les connaissait, sont à peu près disparus. Ce qui a engendré un besoin quand même, parce que les gens avaient encore besoin de personnes pour travailler dans les maisons, mais les domestiques, comme on les avait connus, ça n'existait plus. Alors, le gouvernement a commencé à penser à mettre sur pied des programmes, puis on n'est pas le seul. Le Canada l'a fait, mais d'autres pays aussi. Il y avait aussi l'immigration économique qui commençait. On voyait de plus en plus le monde qui quittait leur pays pour aller travailler ailleurs, parce qu'on a besoin de travailler, c'est pas toujours facile dans notre pays. Alors, les gens commençaient à faire des démarches pour aller travailler ailleurs. C'est comme ça que sont apparus les premiers programmes. Au Canada, on parle des années 70 pour les travailleurs migrants, puis le programme des travailleurs aide familiale, c'est dans le début des années 70 qui a vu le jour. Dès le départ, on peut surtout dire que c'était des femmes. Il y a presque peu d'hommes qui viennent travailler comme aide domestique, c'est bien évident. Puis on disait, et c'est encore vrai, que c'était majoritairement des femmes des Philippines, un peu des Antilles. Là, ça change un peu la donne parce que maintenant, en 2019, on commence à voir des femmes qui proviennent d'ailleurs. Mais ça reste quand même majoritairement des femmes qui provenaient des Philippines qui sont encore à l'emploi. Qu'est-ce qui arrivait quand les femmes arrivaient ici, là? C'est que, bien que l'esclavagisme avait été aboli, là, les travailleuses domestiques, on dit souvent, on appelle ça les esclaves modernes, c'est que ils arrivent ici, puis ils sont confrontés à des défis. Premièrement, ils ne connaissent pas la langue, souvent. Ils sont isolés au niveau économique et juridique. Ils ne connaissent pas le droit. Là. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire s'ils sont victimes d'abus. Ils n'ont pas de réseau familial, ils n'ont pas de réseau social non plus. Ça en fait donc des victimes parfaites pour vivre des abus, de la violence, du harcèlement, de l'exploitation. Puis on sait que ces femmes-là, ben, la plus grande peur qu'elles ont, c'est que si elles dénoncent, on va les rapatrier, on va les déporter, on va les retourner vers leur pays d'origine. Pour ces femmes-là, c'est un gros enjeu parce que la plupart sont venues ici. Le programme qui existe là, depuis son départ, ce qui prévoit, c'est qu'au terme du programme, une femme peut faire une demande de résidence. Donc, c'est une porte d'entrée. Au fil des ans, là, l'immigration, elle a changé beaucoup de visage. Que la migration est devenue davantage économique. On a moins de réfugiés. On a moins de demandeurs d'asile politique. Donc, la porte d'entrée, c'est le travail, ce qu'on appelle, nous, en termes de migration économique. Alors, ces femmes-là, pour obtenir la résidence, elles viennent travailler ici. Au départ, on disait 24 mois
avec un permis nominatif. Je vais expliquer ce que c'est. Le permis nominatif, ça veut dire travailler pour un seul employeur. On ne peut pas transférer pour un autre employeur. Et le 24 mois, c'était 24 mois consécutifs. Au fil des ans, on s'est aperçu qu'il y avait de nombreuses ratées dans le programme. Ça s'est amélioré. Entre autres, le délai qui est passé de 24 mois sur 36 mois. Fait qu'on n'a plus l'obligation d'accumuler 24 mois consécutifs, 24 sur 36. Il y a même maintenant des projets pilotes qui vont être mis sur pied, qui ont été annoncés en mars, pour lesquels il y aura plus le fameux permis nominatif. On pourra aller voir pour trouver un autre employeur si on est victime d'abus ou autre. Ce que je décris là, c'est des situations qui ont été rapportées. C'est clair qu'au fil des ans, même si ces femmes-là n'étaient pas regroupées et organisées, ils se sont reconnus, ils se sont vus et ils ont créé des associations. Entre autres, à Montréal, il y a PINAI qui est assez connu, qui est un regroupement de femmes qui proviennent des Philippines et qui ont, eux autres, accompagné des femmes qui ont fait des plaintes. Fait qu'on a pu connaître leur situation parce qu'il y a eu des cas qui ont été rapportés. Malgré leur peur des représailles, malgré leur peur de la déportation, il y a quand même des femmes qui ont osé raconter ce qui était victime. Et là, c'est la vision d'horreur. On ne peut pas croire que dans les années actuelles, puis je vais dire 2019, mais on peut parler depuis l'introduction du projet des années 70, à quel point les femmes ont pu être victimes d'abus de toutes sortes. Des cas de violence, des cas de violence sexuelle, il y a eu des viols, il y a eu des femmes battues, il y a des femmes qui, même dans un film qu'on a vu récemment, des femmes qui sont restées paralysées suite à des chutes et des choses comme ça. Des véritables visions d'horreur. C'est pour ça qu'on dit toujours l'esclavagisme moderne. Alors, le programme comme tel, bien qu'il ait pu répondre à des besoins, on ne peut pas le contester, il y a des employeurs, donc il y a des besoins. C'est peut-être pas une mauvaise chose en soi, mais il faut revoir peut-être les mécanismes, puis arrêter en toute impunité de faire en sorte qu'il y ait du monde qui s'en sorte. C'est-à-dire autant l'employeur, c'est peut-être le premier fautif quand c'est lui qui fait des cas d'abus, bien, les gouvernements aussi qui permettent ça puis qui ne réagissent pas. Je veux dire, faut se rendre compte que les gouvernements ne veulent pas bouger parce que ça répond à un besoin, puis aussi parce que ça permet à des pays de vivre. Hein. Ces femmes-là, là, ils renvoient l'argent dans leur pays. Alors, pour le pays qui envoie beaucoup de femmes ici, qui est une main-d'œuvre, ben, c'est aussi de l'argent qui revient dans son pays tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas leur résidence. Alors, c'est ces choses-là qu'il faut revoir. C'est comment qu'on peut prévoir de permettre à ces femmes-là de rentrer et vraiment de permettre de rentrer parce que récemment, on a appris qu'il y avait beaucoup de femmes. Le programme comme tel, quand je vous disais qu'il permettait aux personnes de pouvoir venir résider après tant de mois de travail, ben, c'est que au fil des ans, il y a des programmes qui ont changé. Ils ont changé certains critères, puis il y a des femmes qui n'ont pas pu demander leur résidence. Il y a une dame, entre autres, quand ils ont fait l'annonce du projet pilote, le ministre a dit qu'il y avait une femme, ça faisait 13 ans qu'elle attendait pour avoir sa résidence. On parle de réunification familiale, là. Hein, ces femmes-là ont laissé leurs enfants dans leur pays. 13 ans pour obtenir sa résidence. À recommencer continuellement ailleurs pour un autre employeur, à retourner dans son pays, à revenir. Alors, c'est ça, là. C'est ces cas d'abus-là qu'il faut légiférer. Pourquoi qu'il faut être sensible à ça? Ben, parce qu'on doit être solidaire des conditions des femmes, je l'espère, les hommes aussi, qu'on doit punir ou à tout le moins encadrer davantage les employeurs, que les États ratifient les conventions, parce qu'il existe des conventions, mais que les États ratifient les conventions et prennent des dispositions en conséquence. On ne peut pas avoir qu'une convention puis que ce soit dans l'air s'il n'y a rien qui prévoit des mécanismes juridiques ou autres pour pénaliser les cas d'abus, ces choses-là. Alors, en 2019, ce qu'il faudrait penser, c'est est-ce que c'est toujours pertinent? Probablement que oui. Est-ce qu'on doit le revoir? Oui. Est-ce qu'on doit permettre à ces femmes-là d'avoir des meilleures conditions, de ne pas être discriminées, de ne pas être violentées, d'avoir accès à la résidence? Oui. Puis qu'est-ce qu'on doit faire, nous autres, concrètement? Ben, c'est d'être solidaires, bien sûr, mais de regarder aussi tout ce qui se passe, parce qu'il y a quand même des campagnes qui se mènent. Forcer les gouvernements à signer des protocoles
c'est d'actualité ça aussi. On sait que CISO existe, mais il y a probablement d'autres organisations aussi qui mènent au niveau de l'Organisation internationale du commerce des pressions politiques. Alors, comme devoir de citoyennes et de citoyens, on doit nous autres aussi participer à ce grand enjeu qui est l'esclavagisme moderne, plus jamais. Merci beaucoup, Manon. Ça me fait plaisir. Merci. C'est-tu correct? C'est super. Bon Dieu, moi, tout le long, j'étais comme, où qu'on va couper? Ben, tu coupes où tu veux, ma belle. Hey, wow! Merci beaucoup, Manon. Bye-bye. Merci. Wow.